Chers étudiants, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième cours du module pratique communicationnelle. Donc ce cours s'intitule Spécificité de la communication. D'abord, on va commencer donc par présenter les objectifs de ce cours. Donc d'abord, identifier les différentes spécificités de la communication, distinguer les dimensions verbales, paraverbales et non verbales, préciser les trois niveaux dans la situation de communication et enfin différencier entre la communication orale et la communication écrite. Pour le plan, donc ce cours s'articule autour du plan suivant. D'abord, nous allons commencer par une petite introduction. On va voir ensemble la question de place lors de la communication, l'efficacité de la communication, ainsi que la communication verbale et non verbale. Aussi les facteurs paraverbaux et les facteurs non verbaux. On va terminer donc avec la communication orale et écrite pour arriver à la fin à la conclusion. Donc la communication a des spécificités propres à elle. La première spécificité consiste en l'usage du langage verbal. La communication est évidemment bien assurée par l'usage de la langue parlée, c'est-à-dire l'oral. Cette dernière met en exergue deux dimensions, l'usage verbal et le non-verbal. Notre manière donc de communiquer exprime la position que l'on souhaite occuper et corrélativement la position que l'on attribue à notre interlocuteur. Positions réciproques qui peuvent être fondées sur la similarité ou la complémentarité, c'est-à-dire sur l'égalité ou la différence. Donc, les principales composantes du contexte lors d'une communication sont les suivantes. Ou bien, donc, pour qu'une relation communicationnelle entre intervenant et auditeur s'établisse et se déroule, il faut qu'il y existe un contexte particulier. Donc, les principales composantes de cette notion de contexte sont les suivantes. Premièrement, le contexte institutionnel détermine les rôles, le rapport entre les personnes en interaction, les règles du jeu. Et nous avons le cadre, où se situe la rencontre comprenant l'environnement direct, le lieu et le temps dans lequel elle s'inscrit. Les éléments propres à chaque culture qui régissent les interactions sociales, par exemple les pratiques et le savoir-vivre. Nous avons aussi la nature de la relation, les objectifs, les buts que chacun se fixe par rapport à la situation de communication, par exemple informer, s'informer, convaincre, réconforter ou menacer. Et enfin, nous avons la personnalité, donc tout ce qui constitue la personne elle-même, par exemple l'histoire personnelle, la motivation, le caractère, les valeurs. Ces éléments constitutifs du contexte influent sur la communication selon des modalités et des degrés différents. Maintenant, nous avons le rapport de place lors de la communication. Donc, notre manière de communiquer exprime la position que l'on souhaite occuper, ou corrélativement la position que l'on attribue à notre interlocuteur. Positions réciproques qui peuvent être fondées sur la similarité ou la complémentarité, c'est-à-dire l'égalité ou la différence. La place et la position de chacun des partenaires en interaction. Chacun, selon sa position, essaye d'influencer son partenaire. Le rapport de place est caractérisé par une double détermination. Ce rapport de place peut être déterminé de l'extérieur par les statuts et les rôles des interactants, par exemple maître, élève, ou par l'identité sociale de chacun des interactants. Donc parents, enfants, ou bien adultes, hommes, femmes ou garçons, filles. Donc ce rapport de place peut être déterminé aussi de l'intérieur, même de la relation des partenaires en interaction, c'est-à-dire par la place subjective que chacun des partenaires essaye d'occuper par rapport à ses camarades
Par exemple, dominant, dominé, demandeur, conseiller. Donc, le rapport de place permet de comprendre la relation des partenaires en interaction, de comprendre aussi la position de chacun des partenaires pendant le déroulement de l'interaction. Il y a des rapports de place symétriques quand il s'agit de partenaires qui s'échangent d'une manière égalitaire ou il y a peu de différence entre eux. Il y a aussi le rapport de place complémentaire ou asymétrique quand les sujets en interaction s'échangent d'une manière inégale. Il y a beaucoup de différences entre eux. Cette différence se voit par l'âge ou le statut et le rôle de chacun des partenaires et elle se manifeste par la position inégale des partenaires, l'un en position haute et l'autre en position basse. Cette détermination de place peut être l'objet soit d'un accord, donc les interlocuteurs reconnaissent la position qui leur est affectée dans cette communication, soit d'un désaccord qui peut déboucher sur un conflit. Pour donc maintenant l'efficacité de la communication, il y a donc différentes stratégies qui permettent d'atteindre un objectif précis. Il y a divers niveaux d'intervention possibles. Nous savons que pour avoir une signification complète d'un message, il est utile de prendre en compte toutes les composantes de la communication. Mais cela ne suffit pas. Il faut être attentif au fait que le message est toujours émis, verbalement ou non, dans un contexte particulier. Et il est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Le message est donc interprété. Dès lors, l'intention de l'émetteur peut ne pas correspondre à l'effet produit sur le récepteur en cas de mauvaise interprétation du message. En effet, il faut distinguer trois niveaux différents dans la situation de communication. Nous avons d'abord ce que je pense, c'est-à-dire l'intention, ce que je veux signifier par mon message. Deuxièmement, ce qui est émis, c'est-à-dire le message lui-même. Et troisièmement, ce que l'autre perçoit, c'est-à-dire l'effet, ce que l'autre comprend. L'efficacité est donc liée à la concordance entre l'effet produit et l'intention initiale. Donc, il y a deux types de communication, la communication verbale et non verbale. Selon les théoriciens de la communication, cette dernière doit procéder par l'usage du verbal et du non-verbal, appelé aussi multicanal et multimodal. Une combinaison du langage verbal et non-verbal. Par exemple, dans une situation de communication, les interlocuteurs utilisent plusieurs modes de communication en synergie et en même temps. Donc, dans une situation de communication, les interlocuteurs utilisent plusieurs canaux. Ils utilisent les éléments comme la voix, la pause et l'intonation, qui sont des éléments intrinsèquement attachés au verbal, alors que les gestes, les mimiques et les expressions faciales sont attachés au non-verbal. Ces derniers permettent de signifier que le message est bien compris par les interlocuteurs. Il est à signaler que chacun des partenaires de la communication émet et reçoit des énoncés avec des composantes qui relèvent de différents codes. Donc le verbal et le non-verbal participent conjointement à la réalisation de l'acte de communication. Donc la communication verbale peut se dérouler à distance, exemple de la communication téléphonique, alors que la communication non verbale ne peut s'effectuer qu'en face à face. La communication non verbale renforce la communication verbale puisqu'elle permet aux interlocuteurs de bien se comprendre. Et pour comprendre un message verbal d'une langue donnée, la connaissance du code linguistique est primordiale. Ce n'est pas le cas pour la compréhension du message non-verbal de cette même langue, c'est-à-dire que l'usage du non-verbal est enraciné dans les traditions sociales d'utilisation de la langue parlée de la société, comme l'ont montré les chercheurs de l'école de Palo Alto. Donc la communication non-verbale est une communication qui s'appuie sur les pratiques socioculturelles des interlocuteurs.
Donc, les différents éléments non-verbaux et paraverbaux de la communication peuvent remplir différentes fonctions de communication, relationnelle, régulatrice, expressive, accompagnatrice, par exemple. Au même titre que les éléments verbaux, ils sont traduits, décodés par l'interlocuteur qui leur donne un sens. Dès lors, la signification d'un message n'est complète que lorsqu'on prend en compte tant la composante verbale que les composantes non verbales et paraverbales de la communication. Pour les facteurs paraverbaux, ces facteurs sont directement liés à la manière dont nous utilisons notre voix. Notre voix donc présente différentes caractéristiques. Celles-ci doivent s'adapter à la taille du public et à l'espace dans lequel se déroule notre intervention. Nous avons d'abord le volume. Donc le volume de notre voix doit être suffisamment fort pour se faire entendre par son ou ses auditeurs et assurer une écoute agréable de notre message. Son intensité doit ainsi être adaptée à la taille de l'auditoire, mais aussi aux caractéristiques du lieu où nous nous trouvons. Le volume de notre voix doit traduire un certain dynamisme par le relief que sa variation donne aux informations présentées. Deuxièmement, le rythme, bien le débit de parole. Lors d'une présentation publique, par exemple, l'auditeur doit saisir les mots sans avoir besoin de les réentendre. De ce fait, parler trop vite nuit à la compréhension de notre message. Par ailleurs, un débit trop important est souvent une manière de traduire le trac que nous ressentons quand nous prenons la parole en public et risque de nous faire perdre le fil de nos idées. Donc, réduire la vitesse de nos paroles correspond à une amélioration de la compréhension de notre message, mais aussi à la gestion du stress inhérent à la situation. À l'inverse, parler trop lentement contribue à réduire l'attention des auditeurs qui peuvent ressentir une certaine lassitude, voire un agacement. Voilà. Donc, éviter ces extrêmes ne veut pas dire pour autant maintenir un rythme uniforme. Il convient de jouer sur la variation du rythme, sur la ponctuation des phrases pour rompre la monotonie tout en laissant le temps d'assimiler nos propos et ainsi maintenir l'attention du public. Pardon. Nous avons aussi le temps. Donc le temps sur lequel une phrase est énoncée détermine fortement le sens qui lui est attribué. Affirmatif, interrogatif, agressif, autoritaire. Par exemple, l'intonation utilisée doit donc correspondre à la signification que nous souhaitons donner à nos paroles. Et enfin, nous avons l'articulation et la prononciation. Donc la manière dont nous énonçons les mots est également à prendre en considération. Pour se faire comprendre, il s'agit d'articuler distinctement sans exagérer les sons qui composent les mots. Quant à la prononciation, elle varie dans l'espace et dans le temps. Elle contribue notamment aux accents régionaux. À cet égard, voir un accent particulier n'est pas une tare. Nous devons toutefois être attentifs à l'impact de notre prononciation sur la compréhension des mots, surtout si notre auditoire est composé de personnes issues d'autres régions. Maintenant, nous avons les facteurs non-verbaux. Donc, ces facteurs sont directement liés à la manière dont nous utilisons notre voix. Notre voix donc présente différentes caractéristiques. Celles-ci doivent s'adapter à la taille du public et à l'espace dans lequel se déroule notre intervention. Donc nous avons d'abord le regard. Bien plus que regarder notre auditeur, il s'agit d'établir avec lui un contact visuel.
Le regard indique l'intérêt que nous portons à notre auditeur, capte et maintient l'attention. Ce contact permet également de contrôler les réactions de l'auditeur face à nos propos. Nous avons aussi les silences. Donc, quand le locuteur prend la parole en public, il a souvent tendance à ne pas laisser s'exprimer les silences, soit parce qu'il veut dire trop de choses en trop peu de temps, soit parce qu'il veut combler ce vide qui lui fait peur. Or, s'ils sont respectés, ces silences ont souvent une fonction positive. Avant de prendre la parole, le silence permet de solliciter l'attention de l'interlocuteur. Il peut également donner le temps nécessaire aux auditeurs pour assimiler ou pour réfléchir à une information importante. Il permet également d'indiquer les transitions entre deux idées, de mettre en valeur une idée. Enfin, les silences ne sont donc ni vides ni inutiles. Il s'agit de les apprivoiser et de savoir les intégrer dans notre intervention, surtout en public, de façon adéquate. Nous avons aussi les gestes. Donc les gestes expriment toujours quelque chose. Ils peuvent traduire ce que nous essayons de cacher, notre nervosité, notre gêne par exemple, en manipulant un stylo ou des lunettes, en se pinçant le menton. Il s'agit là de gestes parasites qui viennent perturber notre intervention. Ils attirent l'attention de notre auditoire au détriment de son écoute. Ils peuvent vite devenir agaçants. Lors d'une communication en public, il est à éviter de se figer en s'appuyant sur la table, en mettant les mains en poche ou en croisant les bras. Cela renforcerait une attitude non naturelle, rigide, portant préjudice à la transmission et de ce fait à la compréhension du message transmis. Par contre, les gestes peuvent renforcer, appuyer notre message verbal. Ils rythment, illustrent et s'accordent avec le discours et animent l'intervention. Enfin, nous avons les mouvements. Donc, lors d'une communication en public, par exemple, le fait de bouger, de se déplacer, donne un certain dynamisme à l'intervention. Toutefois, mieux vaut ne pas être constamment en mouvement ou faire des mouvements trop prévisibles. Les premiers risquent de monopoliser l'attention des auditeurs, alors que les seconds deviennent vite une source de monotonie et d'ennui pour l'auditoire. À l'inverse, il s'agit d'éviter de rester statique, de qui peut donner l'impression d'un orateur craintif ou distant. Donc le mouvement doit être utilisé pour dynamiser l'intervention, pour la ponctuer et lui donner vie. Nous avons maintenant la communication orale et écrite. Donc, plusieurs travaux ont abordé la communication dans ses aspects écrits et oraux, notamment les travaux de Pétard, 1970. Donc, la plupart des recherches ont traité l'oral et ont présenté ses spécificités. La communication orale est une activité interactionnelle qui se pratique entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Un parmi ces interlocuteurs est producteur de discours ou d'énoncés. Donc ce discours se pratique dans différentes conditions, soit d'une manière directe et les interlocuteurs sont face à face, soit d'une manière indirecte et les interlocuteurs sont à une distance l'un de l'autre. Exemple donc de la communication téléphonique. Donc le discours oral s'inscrit dans une interlocution à la fois directe et indirecte. Le message direct ou de face à face se fait généralement entre deux ou plusieurs interlocuteurs et avec un échange et une co-construction de sens. Donc, il s'exerce à une production et une reconnaissance des énoncés. Les interlocuteurs jouent un rôle dans la production des énoncés du locuteur d'une manière indirecte. Donc l'oral se produit le plus souvent sans préparation, contrairement à l'écrit qui se prépare. Le scripteur présente un produit fini, l'oral se présente sous forme d'un écrit oralisé.
Exemple, la lecture d'un texte à haute voix ou la lecture d'une récitation à haute voix devant un public. Généralement, l'oral n'est pas préparé, il se produit d'une manière spontanée. Donc, les interlocuteurs improvisent simultanément et ils construisent du sens avec leurs pensées. Donc, l'élaboration et la production du discours oral se fait d'une manière spontanée et en même temps. Lorsque nous produisons des discours oraux spontanés, nous faisons cela par rapport à notre processus d'engendrement tout en laissant des traces de cette production. Donc, ces traces se présentent sous forme d'hésitation, de pause, de reprise, de bégaiement, de recherche des mots, d'auto-interruption, d'auto-reformulation que nous appelons souvent les scories et qui attestent de l'élaboration du discours oral. Ce phénomène, il paraît normal dans une communication orale. Sa fréquence est variable selon que les interlocuteurs parlent leur langue maternelle ou une langue seconde ou étrangère. La communication orale dans une langue seconde ou étrangère exige des interlocuteurs un travail d'élaboration du discours qui se caractérise par un nombre de pauses, d'hésitations et de reprises des mots très élevés. Bref, la communication orale en langue étrangère demande au locuteur de faire plus attention à son discours et qu'il pense à ce qu'il va dire et qu'il cherche correctement ce qu'il va dire et à bien prononcer les mots. En somme, de garder la face en face de ses interlocuteurs. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Donc, une situation de communication se présente par des signes verbaux et non verbaux. Le discours oral se manifeste d'une manière diffuse avec les gestes et les mimiques et qui sont une partie intégrante de la communication orale. La communication orale n'est pas seulement un échange de messages entre un locuteur et des interlocuteurs, mais aussi une interaction entre deux ou plusieurs individus qui s'influencent par les émotions, les sentiments, les actions et les pensées mêmes. Cette même influence peut être volontaire ou involontaire. Donc, communiquer n'est pas uniquement parler, mais parler avec. C'est donc aussi de se comporter et s'influencer mutuellement. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de ce cours. Je vous